Chers amis de le livre audio, je vous présente ici la troisième partie des aventures de Vidocq, c'est-à-dire les mémoires du policier Vidocq vers 1837 au XIXe siècle, lorsqu'il fit profession d'investigateur spécial, un peu genre X-Files, en tant que chef de la police. Alors, reprise du texte. Je ne tardai pas à reprendre le cours de mes excursions semi-nocturnes. Dans la maison d'une jeune femme, à laquelle je rendais quelques soins, venait très fréquemment la fille d'un gendarme. Je songeais à tirer parti de cette circonstance pour être informé à l'avance de tout ce qui se tramerait contre moi. La fille du gendarme ne me connaissait pas, mais comme dans Arras, j'étais le sujet presque habituel des entretiens. Il n'était pas extraordinaire qu'elle parlât de moi, et souvent en des termes fort singuliers. « Oh, me dit-elle un jour, on finira par l'attraper, ce coquin-là. Il y a d'abord notre lieutenant, monsieur Dumortier, aujourd'hui commissaire de police à Abbeville, qui lui en veut trop pour ne pas venir à bout de le pincer. Je gage qu'il donnerait de bien bon cœur un jour de sa paix pour le tenir. Si j'étais à la place de votre lieutenant et que j'eusse bien envie de prendre Vidocq, repartis-je, il me semble qu'il ne m'échapperait pas. À vous, comme aux autres, il est toujours armé jusqu'aux dents. Vous savez bien qu'on dit qu'il a tiré 2 coups de pistolet à M. Delrue et à M. Carpentier. Et puis ce n'est pas tout. Est-ce qu'il ne se change pas à volonté en botte de foin ? En botte de foin, m'écriai-je, tout surpris de la nouvelle faculté qu'on m'accordait. En botte de foin ? Mais comment ? Oui, monsieur, mon père le poursuivait un jour. Au moment de lui mettre la main sur le collet, il ne saisit qu'une botte de foin. Il n'y a pas à dire, toute la brigade a vu la botte de foin qui a été brûlée dans la cour du quartier. Je ne revenais pas de cette histoire. On m'expliqua, depuis que les agents de l'autorité, ne pouvant venir à bout de se saisir de moi, l'avaient répandu et accrédité en désespoir de cause parmi les superstitieux artésiens. C'est par le même motif qu'ils insinuaient obligeamment que j'étais la doublure de certains loups-garous dont les apparitions très problématiques glaçaient d'effroi les fortes têtes du pays. Heureusement, ces terreurs n'étaient pas partagées par quelques jolies femmes à qui j'inspirais de l'intérêt, et si le démon de la jalousie ne se fût tout à coup emparé de l'une d'entre elles, les autorités ne se seraient peut-être pas de longtemps occupées de moi. Dans son dépit, elle fut indiscrète, et la police, qui ne savait trop ce que j'étais devenu, acquit encore une fois la certitude que j'habitais Arras. Un soir que, sans défiance et seulement armé d'un bâton, je revenais de la rue d'Amiens, en traversant le pont situé au bout de la rue des Goguets, je fus assailli par 7 à 8 individus. C'étaient des sergents de ville déguisés. Ils me saisirent par mes vêtements, et déjà ils se croyaient assurés de leur capture. Lorsque, me débarrassant par une vigoureuse secousse, je franchis le parapet et me jetai dans la rivière. On était en décembre. Les eaux étaient hautes, le courant très rapide. Aucun des agents n'eut la fantaisie de me suivre. Ils supposaient d'ailleurs qu'en allant m'attendre sur le bord, je ne leur échapperais pas, mais un égout que je remontai me fournit l'occasion de déconcerter leur prévoyance, et ils m'attendaient encore que déjà j'étais installé dans la maison de ma mère. Chaque jour, je courais de nouveaux dangers, et chaque jour, la nécessité la plus oppressante, la plus pressante, me suggérait de nouveaux expédients de salut.
Cependant, à la longue, suivant ma coutume, je me lassai d'une liberté que le besoin de me cacher rendait illusoire. Des religieuses de la rue m'avaient quelque temps hébergé. Je résolus de renoncer à leur hospitalité et je rêvais en même temps au moyen de me montrer en public sans inconvénient. Quelques milliers de prisonniers autrichiens étaient alors entassés dans la citadelle d'Arras, d'où ils sortaient pour travailler chez les bourgeois ou dans les campagnes environnantes. Il me vint à l'idée que la présence de ces étrangers pouvait m'être utile. Comme je parlais allemand, je liai conversation avec l'un d'entre eux et je réussis à lui inspirer assez de confiance pour qu'il me confessât qu'il était dans l'intention de s'évader. Le projet était favorable à mes vues. Ce prisonnier était embarrassé de ses vêtements de Kaiserlich et je lui offris les miens en échange. Et moyennant quelque argent que je lui donnai, il se trouva trop heureux de me céder ses papiers. Dès ce moment, je fus autrichien aux yeux des Autrichiens, eux-mêmes qui, appartenant à différents corps, ne se connaissaient pas entre eux. Sous ce nouveau travestissement, je me liai avec une jeune veuve qui avait un établissement de mercerie de la rue de... non, n'est pas cité. Elle me trouvait de l'intelligence. Elle voulut que je m'installasse chez elle, et bientôt nous courûmes ensemble les foires et les marchés. Il était évident que je ne pouvais la seconder qu'en me faisant comprendre des acheteurs. Je me forgeai un baragouin semi-tudesque, semi-français, que l'on entendait à merveille, et qui me devint si familier qu'insensiblement j'oubliai presque que je savais une autre langue. Du reste, l'illusion était si complète qu'après 4 mois de cohabitation, la veuve ne soupçonnait pas le moins du monde que le soi-disant Kaiserlich était un de ses amis d'enfance. Cependant, elle me traitait si bien qu'il me devint impossible de la tromper plus longtemps. Un jour, je me risquai à lui dire enfin qui j'étais, et jamais femme, je crois, ne fut plus étonnée. Mais loin de me nuire dans son esprit, la confidence ne fit en quelque sorte que rendre notre liaison plus intime, tant les femmes sont éprises parfois de ce qui s'offre à elles, sous les apparences du mystère ou de l'aventureux. Et puis, n'éprouvent-elles pas toujours du charme à connaître un mauvais sujet? Qui, mieux que moi, a pu se convaincre que souvent elles sont la providence des forçats évadés et des condamnés fugitifs? 11 mois s'écoulèrent sans que rien n'en vînt troubler ma sécurité. L'habitude qu'on avait pris de me voir dans la ville, mes fréquentes rencontres avec des agents de police qui n'avaient même pas fait attention à moi, tout semblait annoncer la continuation de ce bien-être. Lorsqu'un jour que nous venions de nous mettre à table dans l'arrière-boutique, 3 figures de gendarmes se montrent à travers une porte vitrée. J'allais servir le potage. La cuillère me tombe des mains, mais revenant bientôt de la stupéfaction où m'avait jeté cette incursion inattendue, je m'élance vers la porte, je mets le verrou, puis, sautant par une croisée, je monte au grenier d'où, gagnant par les toits la maison voisine, je descends précipitamment l'escalier qui doit me conduire dans la rue. Arrivé à la porte, elle est gardée par 2 gendarmes. Heureusement, ce sont des nouveaux venus qui ne connaissent aucune de mes physionomies. Montez donc, leur dis-je. Le brigadier tient l'homme, mais il se débat. Montez, vous donnerez un coup de main. Moi, je vais chercher la garde. Les 2 gendarmes se hâtent de monter et je disparais. Fin de la 3e partie. À bientôt, chers amis de le livre audio. Merci de nous soutenir.